On dit que les couples longévites sont des couples qui se sont mis d'accord sur les choses sur lesquelles ils ne seront jamais d'accord. Il y a des conflits qu'on dit intraitables, qu'on ne peut pas traiter, au sens on ne peut pas les traiter. C'est-à-dire qu'on sait que, ok, dans ce domaine-là, pour ces choses-là, on n'arrivera jamais à être à l'unisson. Puis on va faire des compromis. On va dire, voilà, c'est tellement fantastique d'être avec telle personne, je vais accepter que pour ces choses-là, ça correspondra peut-être jamais à ce que j'aimerais. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Depuis quasiment 6 ans que ce podcast existe, il y a un sujet qui vous anime particulièrement, c'est le couple et sa structure. Le couple parental peut prendre plusieurs formes, amoureux, séparés et en froid, séparés mais amis, ou encore en construction à distance sans jamais n'avoir été un couple amoureux. Bref, cette construction peut revêtir une multitude de facettes et c'est spécifiquement ce à quoi s'est intéressé Nicolas Favez, professeur en psychologie à Genève et responsable de l'unité de recherche du Centre d'études de la famille. Dans cet épisode, on se penche sur la notion de coparentalité dans sa globalité, la coparentalité dans le couple en tant qu'équipe parentale, mais aussi en cas de séparation. On évoque les difficultés récurrentes qu'affrontent les couples en devenant parents et pourquoi une grande majorité des couples passent par des périodes de turbulence à l'arrivée d'un enfant. Si vous voulez comprendre comment vos relations d'adultes impactent vos enfants, vous êtes au bon endroit. Parce que oui, nos baby clash, nos disputes et nos difficultés ont une influence directe sur nos enfants. Le couple, dans tous ses états, autopsie de la structure familiale, dans toute sa splendeur, avec Nicolas Favez. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous et bienvenue dans le podcast de la matrescence. Ça va depuis la Suisse ? Ça va très bien, merci. Bonjour Clémentine, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je vous ai traqué depuis des mois pour pouvoir vous recevoir, donc je suis ravie. Ma première question, elle est très simple, c'est pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir psychiatre ? Alors, je suis pas psychiatre, en fait, je suis psychologue. Voilà. Psychologue, pardon. Je suis psychologue et pour quelle raison, je dois dire, je saurais pas vous dire. Au fait, c'était pas forcément une vocation au départ. Et je dirais en tout cas, le domaine dans lequel je travaille maintenant, c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure de mes études. Voilà, c'était peut-être un intérêt pour, en tout cas, tout ce qui relève des relations humaines au départ. Et puis après, d'aller vers la parentalité, c'est venu au fur et à mesure. C'était pas une vocation de départ, disons. Voilà, ça s'est construit. Est-ce que c'est quelque chose de commun en Suisse de s'intéresser à la parentalité, à la famille, ou vous faites partie des quelques exceptions qui vous occupez de ce champ-là ? Alors, je dirais qu'il y a de plus en plus maintenant de gens qui s'occupent de ce champ-là. À l'époque où j'ai fait mes études, quand j'ai voulu devenir psychologue, c'était peut-être un petit peu moins le cas, ou en tout cas, on parlait moins de famille. Quand on parlait de parentalité, on s'intéressait surtout aux relations mère-enfant et la famille était quelque chose qui était moins problématisé. Au sens, on s'intéressait moins à ce qui se passait dans les familles peut-être que maintenant. Ouais. Donc ce choix de vous intéresser aux familles, vous l'avez fait au fur et à mesure, ça n'a pas été un objectif en soi au début, c'est venu avec votre pratique, avec les questionnements que vous avez eus ? Alors, c'est venu, ça, je dirais, de façon incidente, c'est-à-dire que
À l'époque où j'ai fait mes études, la grande mode, c'était de faire des thérapies systémiques et familiales. C'était ça auquel on s'identifiait en tant qu'étudiante et étudiant ici à Genève. Et puis, le premier stage que j'ai trouvé à la fin de mes études était un stage au Centre d'études de la famille à Lausanne, dans lequel elle menait des études sur le développement de la famille précoce et notamment sur les interactions entre père, mère et bébé. Et c'était quelque chose auquel j'avais pas du tout été formé pendant mes études. Et donc, ça a été ma première expérience professionnelle et je suis tombé amoureux de de ce domaine-là, en fait. Et c'est quelque chose qui avait été développé par Elisabeth Fiva de Persinge à Lausanne et qui a été vraiment une précurseur du travail empirique et clinique avec les familles avec très très jeunes enfants, en fait. Et donc, c'est en entrant sur le terrain par le biais de ce stage que j'ai commencé à travailler dans ce domaine et voilà, j'y suis toujours un certain nombre d'années plus tard. Je trouve c'est hyper intéressant ce que vous dites, que vous êtes rentré par le biais de la thérapie familiale systémique, parce que en France, j'ai pas du tout l'impression que ce soit quelque chose de connu. On n'a pas la même culture, je pense, autour de la thérapie. Aller en famille en thérapie, je connais quasiment personne dans mon entourage, on en parle peu. Chez vous, c'est quelque chose de normalisé ? Je dirais pas normalisé. Ça reste quand même un type de thérapie qui est moins répandu que les thérapies individuelles, mais il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer ça. Il y a aussi des raisons économiques. Les thérapies de famille, en tout cas classiquement, comme elles se sont développées, c'était des thérapies dans lesquelles il était fréquent qu'il y ait plus qu'un ou une thérapeute avec la famille. Donc vous receviez une famille de 3-4 personnes et vous pouviez avoir un couple de thérapeutes, par exemple, enfin un duo de thérapeutes, pardon, on va dire comme ça. Ce qui évidemment et faisait souvent des séances aussi qui étaient plus longues que des séances individuelles, ce qui a un coût en fait. Et c'est certainement quelque chose aussi qui restreint un petit peu le type de thérapie qui peut être pratiqué. Donc voilà, je dirais la majorité des thérapies n'est pas des thérapies familiales en fait. Ok, donc ça me rassure. Je me disais, si vous êtes focalisé là-dessus, c'est marrant que nous en France on ne rentre pas par ce biais-là sur la thérapie. Alors vous êtes focalisé sur les relations au sein de la famille, vous l'avez expliqué, et vous particulièrement vous intéressez à la notion de coparentalité. Et je pense qu'on n'a pas tous la définition en tête de ce que ça veut dire dans la recherche en tout cas et dans ce que vous étudiez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors la coparentalité, techniquement, la façon dont on la définit, c'est assez simple, c'est la collaboration entre adultes qui élèvent des enfants. Et c'est tout ce qui relève de cette collaboration. Donc ça peut être au niveau, on va dire, concret, instrumental, c'est-à-dire l'aide mutuelle qu'on s'apporte, comment est-ce qu'on se répartit les tâches, qui fait quoi. Et ça peut être aussi, et ça c'est un aspect qui est extrêmement important, c'est toute l'aide émotionnelle qu'on va s'apporter en tant que parent. Parce que finalement, c'est un apprentissage qui n'est pas une route toute tranquille de devenir parent. Et on a besoin, en tant que jeune parent, je veux dire par là nouveau parent, on a besoin aussi d'être confirmé, soutenu dans le fait qu'on fait bien, ou en tout cas qu'on fait au mieux. Et de ce point de vue-là, la relation qu'on va avoir entre parents est absolument fondamentale, parce que quand on demande à des parents quelle est la personne de laquelle vous attendez le plus de soutien, en général, c'est le conjoint, la conjointe qui est mentionnée comme étant la personne la plus importante. Parce que quand nous, on parle de coparentalité en France, on évoque quasiment principalement une famille qui est séparée et on devient coparent, c'est-à-dire que on doit continuer l'éducation de nos enfants, mais on ne vit plus ensemble, on n'est plus en lien amoureux. Donc on n'a pas du tout cette vision-là de la coparentalité au sein de la famille, même quand on est encore un couple amoureux. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le terme coparentalité, il s'est effectivement d'abord développé dans le domaine de la séparation et du divorce. C'est dans les années 70 qu'on a commencé à employer le terme, et c'était effectivement pour désigner le fait que des parents, une fois séparés, doivent continuer à collaborer d'une manière ou d'une autre, à se mettre d'accord au moins un minimum, et c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à parler de coparentalité.
pour après se rendre compte que finalement, et que contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, en fait, la collaboration entre parents qui sont un corps ensemble est aussi absolument fondamentale, et elle a un impact, d'une part sur le bien-être de chaque parent, mais aussi un impact direct sur le développement de l'enfant. Et ça, il y a passablement d'études qui l'ont montré. En fait, c'est que parfois on oublie de considérer le couple quand il élève des enfants comme une équipe qui doit se soutenir et qui doit s'appuyer l'un sur l'autre. C'est ça que vous montrez à travers la coparentalité dans sa définition générale. Exactement. Et pour pouvoir avoir des relations harmonieuses au sein d'une famille et donc des bons coparents, qu'est-ce qui a besoin d'exister? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme relation avec le ou la partenaire? Alors, oui, on pourrait dire harmonieuse, c'est-à-dire en tout cas, on va dire les relations les plus ouvertes et les plus fluides possibles. Il y a un certain nombre de choses. En tout cas, alors évidemment, on n'a pas une cartographie complète parce que dans le fond, il y a toutes sortes de configurations qui peuvent fonctionner. Donc, en tout cas, ce que les études montrent, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas un modèle relationnel qui serait le modèle vers lequel on doit converger. Mais il y a un certain nombre de processus qui sont importants. Et parmi ces processus, il y a le fait. Alors, je vais le dire, ça peut paraître finalement très simple à dire, mais dans les faits, c'est compliqué à faire. Il y a le fait qu'il faut discuter, se mettre d'accord sur la façon dont on va fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut établir un contrat qui est un contrat informel, on va dire, mais il faut être assez explicite sur ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on est prêt à concéder, et puis aussi ce qu'on attend de l'autre, et pouvoir accepter aussi que ce qu'on attend de l'autre sera peut-être pas rempli complètement. Mais il y a un aspect de négociation qui est un aspect qui est assez peu explicite, si on veut, c'est-à-dire que quand on devient parent, on a relativement peu on est relativement peu averti sur ce que ça va impliquer dans la relation et notamment dans la relation de couple. Quand on est préparé à la naissance, on est au mieux préparé à recevoir le bébé d'un point de vue psychologique et émotionnel, mais dans le fond, personne, et encore maintenant c'est assez rare, ne nous avertit que il va y avoir beaucoup de choses à rediscuter dans la relation. Et puis que la relation va se tendre dans un premier temps. Les études montrent que 80% à 90% des parents connaissent une période de tension assez importante après la naissance du premier enfant. Parce que ma foi, on était deux. Et puis, on était deux avec des relations amoureuses, affectives, sexuelles, d'intérêt partagé. Puis tout d'un coup, on est trois. Et puis qu'il faut un petit peu lâcher, même quelquefois beaucoup, l'attention qu'on attendait de l'autre. Il faut admettre que cette attention va aussi être apportée à ce tiers qui vient d'arriver. Et donc, il faut renégocier beaucoup de choses. Et on est assez peu averti par rapport à ça. C'est-à-dire que on a quelquefois l'impression que ça va se donner tout seul. Et c'est pas vraiment le cas, en fait. Donc, il ne faut pas craindre de pouvoir à certains moments dire, voilà, là, pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Parce que le plus tôt vous allez pouvoir parler des désaccords, le moins ces désaccords vont s'amplifier. On sait qu'il y a quelque chose de l'ordre dans le processus du désaccord et ce qu'on va appeler du conflit de couple. Il y a une amplification au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que si on garde nos insatisfactions au fond de nous, en disant finalement je vais pas tellement oser en parler, ou voilà, c'est peut-être pas adéquat de parler de ce genre de choses. On devrait être tellement heureux maintenant qu'on est parent. Si vous gardez ça au fond de vous, au bout d'un moment, ça va sédimenter d'une certaine manière, et puis ça va sortir à un moment où peut-être que les émotions vont devenir trop importantes pour qu'on puisse être capable encore d'écouter l'autre. Quand vous avez commencé à vous intéresser à ce sujet, à cette coparentalité sous forme d'équipe, entre les deux adultes qui prennent soin d'un enfant, qu'est-ce qui vous a le plus surpris de découvrir ? La variabilité extraordinaire des organisations possibles. Et la coparentalité, d'ailleurs, on commençait par on l'a définie initialement comme étant la collaboration entre les parents. Et maintenant, en fait, on l'a définie, et je la définis la plupart du temps comme la collaboration entre les adultes qui sont impliqués dans le fait d'élever un enfant. Parce que ces formes de coparentalité peuvent être extrêmement complexes. Dans les familles recomposées, vous avez des coparentalités qui sont multinucléaires.
Et c'est extrêmement intéressant de voir, on s'est intéressé dans les familles recomposées, on va dire, qui sont harmonieuses ou qui fonctionnent bien, si on peut le dire comme ça. On s'est intéressé à demander à ces familles, mais comment est-ce que vous faites quand vous avez, si on imagine que des parents séparés ont chacun refait famille de leur côté, quand vous avez autour de vos enfants tous ces noyaux-là, vous avez les parents, vous avez la mère et le beau-père, vous avez le père et la belle-mère, ou le père et le beau-père, etc. Vous pouvez avoir toutes les organisations que vous voulez. Et on s'est intéressé à ça et on s'est rendu compte que, par exemple, dans le cas de ces familles-là, ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est qu'on admet qu'il peut y avoir des règles qui sont variables, suivant les enfants, suivant les situations, suivant les foyers. Or, c'était un principe qui semblait absolument intangible du fonctionnement familial, c'était de dire les règles doivent être absolument immuables, tous les enfants doivent avoir les mêmes règles et on doit se tenir à ça pour qu'il y ait une stabilité dans le développement de l'enfant. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fonction des configurations, en fait, ces règles peuvent être plus ou moins variables et en fait même qu'il faut qu'elles soient plus ou moins variables quand vous avez des coparentalités complexes. Et je dirais ça pour moi, ça a été vraiment une découverte assez extraordinaire qui m'a décentré aussi de mes propres modèles et de ce qui me semblait être un modèle de famille. C'est de découvrir en fait que la famille est quelque chose d'extrêmement complexe qui peut prendre toutes sortes de formes avec toutes sortes d'adultes, quel que soit, je dirais, leur âge, leur orientation sexuelle, la composition de ces duos, trios, quatuors coparentaux. En fait, ça a dû vous demander à vous de déconstruire le modèle qu'on a tous en tête, puisqu'on vit dans des sociétés qui ont été régies aussi par la religion, par la psychanalyse et par plein d'images de ce que devrait ressembler la famille. Vous, en ayant étudié ce sujet-là, vous avez pris conscience du panel finalement qui existe, des configurations possibles. Est-ce que ça s'est accentué aussi puisque les sociétés évoluent? Aujourd'hui, la famille, on le voit, c'est plus représenté de la même manière qu'avant. Est-ce que c'est plus prégnant aujourd'hui? On assume plus avoir un modèle qui diffère du papa-maman et 2 enfants, on va dire? Alors, je pense que c'est une bonne question de se dire finalement. On parle par exemple beaucoup maintenant des nouvelles familles, qui est le terme qu'on emploie en général pour parler des familles qui ne répondent pas au modèle traditionnel, entre guillemets, de la famille nucléaire, biparentale, hétérosexuelle. Mais en fait, quand on regarde historiquement, ces nouvelles familles existent depuis très longtemps. Les familles recomposées existent depuis longtemps, alors elles se recomposaient pour des raisons différentes. Mais enfin, on a parmi nos contes, si on pense à Cendrillon par exemple, on a un exemple de famille recomposée, alors là qui fonctionnait pas forcément très bien. Mais peut-être que ce qui est différent maintenant, c'est effectivement le fait qu'on assume plus ces différentes formes familiales, qu'on accepte plus ces différentes formes familiales. Donc, qu'il y a une officialisation peut-être de l'existence de ces familles qui existe certainement déjà depuis longtemps. Et je pense que ça, c'est un aspect c'est un des aspects principaux peut-être qui a changé. Donc aujourd'hui, du coup, c'est plus facile pour vous aussi de les étudier, de se rendre compte de ce qui fonctionne. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que vous disiez sur, au final, le cadre des familles qui sont fonctionnelles alors qu'elles ont des situations plus complexes. Et le fait que adapter des règles en fonction d'un enfant, d'une situation, du parent, ben ça fonctionne. Alors que c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est contre-intuitif. Alors, ce qu'il faut, évidemment, adapter les règles. Le terme adapté est quand même important là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut pas que les règles deviennent totalement contradictoires les unes des autres. Parce que, évidemment, que si les enfants sont dans des foyers dans lesquels il y a des règles qui, quelquefois, consciemment s'opposent les unes aux autres parce que les anciens partenaires veulent surtout faire les choses différemment de chez l'autre, à ce moment-là, vous êtes dans quelque chose qui va évidemment pas très bien marcher parce que l'enfant va être tiraillé entre ces règles. Par contre, si ça se fait, je dirais, en bonne intelligence, d'une certaine manière, en collaboration, et que ces règles peuvent être un petit peu variables, que on va dire, je sais pas, peut-être que quand on est chez l'un des parents, eh bien, on va admettre que les heures de rentrée le soir pour les adolescents ne sont pas tout à fait les mêmes, mais que ça se fait en bonne intelligence et que ça n'est pas vécu dans chaque foyer comme étant quelque chose qui est contre soi, à ce moment-là, ça va bien fonctionner. Quand on a préparé cette interview, vous m'avez expliqué qu'il y avait des éléments prédictifs des difficultés
au sein des familles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'ils sont pour qu'on puisse les avoir en tête et peut-être travailler dessus? Alors, prédictif, c'est toujours difficile de dire prédictif, mais il y a un certain nombre d'éléments, en tout cas, qu'on sait qui vont jouer un rôle dans la façon dont, alors je vais revenir aux parents, là, dont les parents peuvent passer cette transition à la parentalité. Il y a tout un ensemble d'éléments. Il y a déjà justement, on va dire la capacité, j'aime pas tellement le terme, mais la possibilité, en tout cas, de pouvoir discuter de ces insatisfactions, de pouvoir négocier. Et ce qui va être extrêmement important, enfin un des éléments, si on veut, qui est en tout cas montré comme étant prédictif, c'est l'existence préalable de tensions ou d'insatisfactions importantes dans la relation conjugale. Donc, on sait qu'il y avait, alors maintenant c'est assez évident que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, mais un temps on disait non mais finalement ils sont dans un certain désaccord entre eux, c'est un couple qui fonctionne pas bien, mais une fois qu'ils auront des enfants, ça va les rapprocher, ils auront une mission commune, etc. On fait qu'en fait ça marche pas du tout. C'est-à-dire que la tension qui va naître au moment, d'une certaine manière, le couple va un peu se distendre au moment de l'arrivée des enfants. Et s'il y a déjà une insatisfaction très forte, ça va être extrêmement compliqué à ce moment-là de pouvoir collaborer. Après, il y a évidemment aussi toutes les attentes et la possibilité de trouver un dénominateur commun dans les attentes qu'on peut avoir par rapport au rôle qu'on veut endosser. Et là, il y a une très très grande variabilité en termes d'engagement, en termes de qui va avoir le taux d'occupation professionnelle le plus élevé, qui va être le plus impliqué à la maison. On a encore très très largement une surreprésentation des modèles, on va dire traditionnels, genrés, de ce point de vue-là, avec une charge mentale pour l'instant beaucoup plus importante, notamment sur les mères qui ont encore le double mandat d'être à la fois responsables du foyer et en même temps d'être des professionnels. C'est quelque chose qui est en train de bouger, mais assez lentement. Et ce qui va être important, ça va être justement pour que ça puisse bouger aussi, la capacité à pouvoir chez chacun exprimer les rôles qu'il aimerait pouvoir remplir. Est-ce que le fait qu'on vive dans une société qui est très patriarcale, vous l'avez plus ou moins expliqué, joue dans l'insatisfaction des couples? Est-ce que les couples qui sont plus égalitaires, où l'homme a plus conscience de ces inégalités de notre société, font que ces couples vont mieux fonctionner ou ça n'a pas d'impact? Alors tout dépend du contexte un peu plus global. C'est-à-dire que oui, on peut imaginer qu'avec une idéologie égalitaire dans un couple, il y aura, en tout cas, peut-être une plus grande ouverture à discuter de la répartition des rôles. Mais d'une certaine manière, si vous avez une idéologie genrée très enracinée dans un couple, ça peut très bien fonctionner aussi si cette répartition genrée et traditionnelle correspond aux attentes des deux parents. Par contre, ce qu'on sait, c'est que il y a deux étapes dans lesquelles les couples vont vers quelque chose qui est une organisation plus genrée. La première étape, c'est le mariage, et dans lequel on sait qu'à partir du moment, les études ont montré qu'il y a une probabilité assez forte qu'après le mariage, les couples commencent à se spécialiser d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on doit tenir le foyer, il y a une première étape dans laquelle il commence à y avoir un déséquilibre dans l'investissement professionnel et dans l'investissement domestique. Et puis au moment de l'arrivée du premier enfant, en fait, cette spécialisation s'accroît encore, même dans les couples qui ont une idéologie égalitaire. Et il y a toutes sortes de raisons contextuelles qui peuvent expliquer ça. Le fait qu'il y a une disparité salariale entre hommes et femmes, qui fait que économiquement, quand il faut décider lequel des deux va travailler le plus, il est plus, pour l'instant, rentable que ce soit l'homme qui travaille le plus, parce qu'à taux égal de travail, c'est lui qui va ramener le plus de ressources. Donc, du coup, les familles sont en quelque sorte poussées vers une organisation de ce type-là. Il y a, je vais dire, un contexte social qui reste encore un contexte social qui est très fortement marqué en direction d'une parentalité que les mères devraient assumer principalement.
la disparité qu'il peut y avoir dans les congés parentaux dans une grande partie des pays, notamment européens, est un message qui est envoyé directement. En Suisse, vous avez 2 semaines de congé parental pour les pères. Et du coup, le message qui est envoyé directement, c'est de dire la parentalité, en fait, c'est une affaire de mère plus que de père. Les aménagements professionnels, etc., tout un ensemble de choses qui, pour l'instant, poussent en fait plus en direction d'une organisation traditionnelle et qui peut peser en fait sur, qui peut amener en tout cas les parents à renoncer à une organisation qu'ils auraient préférée, mais qui finalement ont de la peine à implémenter en raison des conditions contextuelles. Et ça, c'est quelque chose que les parents rapportent souvent en disant on aurait voulu faire différemment, mais pour des raisons économiques, pour des raisons aussi, on a des papas qui disent, mais dans le cadre de mon activité professionnelle, on m'a rapidement fait comprendre que si je voulais m'investir dans la famille, ben ça n'allait pas le faire du point de vue de mon occupation professionnelle et du point de vue peut-être des ambitions que je pouvais avoir pour gravir la hiérarchie ou des choses de ce type-là. Il y a des messages qui sont encore envoyés, quelquefois de façon informelle, mais qui sont encore envoyés comme ça. Oui. Et ça, est-ce que ça joue dans l'équilibre du couple, dans le sens où ils auraient voulu faire différemment, mais structurellement et sociétalement, c'est pas possible? Est-ce que la rancœur, les dissensions viennent s'immiscer dans le couple, ou ces couples-là arrivent mieux à les surmonter parce que ils comprennent que c'est aussi des éléments extérieurs à eux? Alors, je dirais que comme toute situation de stress, ça va mettre à l'épreuve la relation. C'est-à-dire que si vous avez justement une relation dans laquelle vous pouvez vous soutenir, dans laquelle vous avez, on va dire, des échanges fluides d'un point de vue émotionnel, relationnel, eh bien, vous allez peut-être pouvoir faire face à ça en disant, OK, on est dans cette situation qui n'est transitoirement peut-être pas celle qu'on aimerait, mais on va faire front par rapport à ça. Par contre, si vous avez déjà des insatisfactions qui peuvent être intrinsèques à la relation, ça va constituer un facteur supplémentaire qui va venir alourdir la relation et peut-être créer une insatisfaction encore plus forte qui pourrait mettre en danger à terme la relation. Du coup, ces difficultés qui peuvent être présentes avant l'arrivée d'un enfant, on a compris, vont être exacerbées, ça va pas aider le couple à aller mieux de faire un enfant, clairement pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour résorber ça? Est-ce que c'est la thérapie de couple? Est-ce que il y a des stratégies au quotidien à initier? Il y a déjà des choses. Alors, je pense qu'une des premières choses à faire et qui serait, sans parler forcément d'aspect thérapeutique ou quoi que ce soit, mais c'est déjà de pouvoir dire d'une certaine manière et de pouvoir avertir les parents, quelle que soit la qualité de la relation dans laquelle ils sont, de pouvoir les avertir que ça va tanguer au moment où notamment le premier enfant va arriver. On sait que c'est celui qui déclenche la réorganisation relationnelle la plus forte. Et qui est quelque chose qu'on fait justement pas, voire peu, encore aujourd'hui, parce qu'on est dans un modèle dans lequel finalement le message qui nous est envoyé quand on attend un enfant, c'est que c'est absolument merveilleux. Ce que c'est, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est un merveilleux qui n'est pas tout simple non plus. Et de ce côté-là, il y a aussi, du point de vue du contexte social, ça peut être compliqué aussi pour des parents qui connaissent des difficultés de simplement pouvoir oser dire à l'extérieur qu'ils sont en difficulté. Parce qu'on va leur dire, mais enfin, comment est-ce que c'est possible? Vous venez d'avoir ce magnifique bébé, vous devriez être extrêmement heureux, etc. Donc déjà, une des premières choses, ça devrait être, de dire attention, au moment où vous allez accueillir votre premier enfant, ça va tanguer un peu, il va falloir se réorganiser, il va falloir se parler, il va falloir faire quelque chose qui a tendance à disparaître très très vite dans la relation, aussi dans la relation amoureuse, certainement, c'est déjà aussi dans le soutien qu'on s'amène de se remercier pour les efforts qu'on fait réciproquement. Alors, ça a l'air un petit peu... quand on dit ça, on se dit oui, ça a l'air un petit peu simple de faire ça, mais en fait, c'est quelque chose qui disparaît très vite. Nous avons une très fâcheuse tendance dans les relations à considérer que, une fois que nous sommes dans une relation établie, ce que l'autre va faire pour nous, c'est normal et c'est naturel. Et ça, c'est assez dangereux.
parce que nous avons besoin, toutes et tous, à certains moments, d'avoir un retour sur investissement, si je peux dire. C'est-à-dire que si on fait quelque chose pour l'autre, puis qu'on reçoit jamais en retour, ne fût-ce qu'une gratification comme un remerciement, quelque chose comme ça, au bout d'un moment, ça s'assèche. Notre motivation a tendance à disparaître. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est un facteur de protection important, qui peut paraître tout simple, mais qui n'est justement pas si simple que ça, parce que ça a tendance à naturellement un peu s'essouffler. Est-ce que les couples, ils vont plus mal aujourd'hui qu'il y a 40 ans, quand on voyait des gens rester mariés 60 ans? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on est juste plus capable de dire « je ne peux plus tolérer quelque chose qui ne va pas ». C'est difficile de dire si les couples vont plus mal. C'est certainement... Alors, je suis pas un spécialiste, je suis pas historien, je dirais, des relations, mais ce qu'on peut dire certainement, c'est que le modèle ou ce qu'on attend dans le couple a certainement changé. Comme on disait avant, on se mariait pour le meilleur et pour le pire. Et enfin, on le dit d'accord des fois maintenant, mais quand le pire arrivait, on se disait ok, ben c'est comme ça. J'ai pas eu de chance, mais le divorce c'était quelque chose qui était qui se produisait souvent après vraiment une dégradation très très forte de la relation et qui pendant longtemps était quelque chose qui n'était pas acceptable socialement. Donc on serrait les dents et puis c'était comme ça. Et maintenant ça a changé en fait. Il y a des attentes évidemment je dirais d'accomplissement émotionnel, relationnel chez les partenaires. Et puis quand ça ne va pas, eh bien on se dit ok, on va se séparer, peut-être on va divorcer, puis on va entrer dans une autre relation. Il y a toutes sortes de choses qui expliquent ces changements. Il y a en tout cas un facteur très très important, c'est que l'espérance de vie a changé. Nous vivons beaucoup plus longtemps. Nous vivons plus longtemps maintenant, et on a tendance à dire maintenant, souvent on connaît une deuxième vie relationnelle. C'est-à-dire que on peut être en relation pendant 25 ans avec quelqu'un, ce qui avant pouvait être quasiment une vie. Maintenant, 25 ans, on élève nos enfants, les enfants deviennent adultes, et puis on va partir sur une deuxième relation, une deuxième vie relationnelle d'une certaine manière, et qui finalement s'explique aussi en partie par le fait qu'on a une espérance de vie plus longue. Alors, et puis ce que je dirais aussi, c'est que d'une certaine manière, alors je dirais pas que ça veut dire que les couples vont plus mal, mais en tout cas, on est relationnellement placé face à un défi peut-être plus important, qui est justement celui de la négociation et de l'accord mutuel. Avant, ça ne se discutait pas, ça ne se problématisait pas. Quand on avait dans un couple hétérosexuel, les attentes sociales intériorisées, les attentes sociales extérieures étaient très claires. Une fois que les enfants seront là, c'est la maman qui sera à la maison, c'est le papa qui va travailler. Et puis finalement, il n'y avait pas à l'intérieur du couple, il y avait beaucoup moins de discussions sur cette organisation parce qu'il y avait vraiment des attentes sociales extrêmement fortes, qui sont encore maintenant, mais évidemment qui contraignent moins parce qu'on a évolué de ce point de vue-là sur la façon dont les couples peuvent s'organiser. Et on est devant ce défi, alors qui était peut-être quelque chose auquel les couples étaient moins confrontés avant, de devoir se mettre d'accord. Avec tout ce que ça veut dire et tous les compromis qu'on doit faire, et de dire, ok, ben moi j'aimerais ça, mais l'autre va dire non, mais moi je suis pas tellement d'accord parce que j'aimerais aussi un peu la même chose que toi. Et ça, c'est une tâche qui est devenue importante maintenant dans la relation de couple. Est-ce que justement parce que il y avait des rôles très genrés dans la famille avant, ou qui étaient assez avantageux pour les hommes dans leur liberté, dans leur façon de régir leur vie, puisque la femme était au foyer et n'avait pas vraiment de latitude par rapport à ce qu'elle voulait faire et comment elle entendait vivre sa vie. Il y avait aussi des lois qui faisaient qu'elle n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque, absolument, de divorcer si elle avait envie. Enfin voilà, et beaucoup de choses qui contraignaient les femmes à rester au foyer. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, vous le voyez dans votre pratique, les hommes ont du mal à s'ajuster aussi parce que ce que nous on a gagné fait que forcément il y a de l'autre côté, il faut rendre un petit peu des avantages qu'on a eu. Est-ce que ça, dans les couples qui de ma génération, qui sont avec des enfants en bas âge, vous voyez cette problématique-là dans l'équilibre qu'il peut y avoir? Oui, on voit cette problématique dans le sens que il y a encore un poids très fort, justement, quand on voit dans la transition à la parentalité que beaucoup de couples vont vers quelque chose qui est plus traditionnel, qui est plus genré. On voit aussi effectivement une certaine difficulté réciproque à endosser des nouveaux rôles. C'est-à-dire que des papas peuvent dire
moi, je voulais absolument être impliqué avec les enfants et c'est important pour moi d'être un père très présent. Puis certains papas vont dire, évidemment pas tous, mais quand je le fais, mais c'est tellement difficile. C'est vraiment tellement compliqué. Il faut s'en occuper tout le temps et de dire à un certain moment, bon, je vais un petit peu me mettre en retrait. Et les papas peuvent se permettre de se mettre en retrait encore maintenant, ce que les mamans peuvent moins faire. Par contre, il y a des mamans qui disent, bon, moi j'aimerais qu'il m'aide. Mais le problème, c'est que quand il m'aide, j'aime pas comme il fait. Et donc, il y a un terme qui a été, alors je vais le dire en anglais, mais il y a un terme qui est employé maintenant qu'on appelle le gatekeeping. Je le dis en anglais parce qu'il est assez difficile à traduire. Enfin, la traduction littérale, c'est garde-barrière. Hein. Mais dans lequel certaines mamans décrivent une ambivalence en disant, bon, j'aimerais qu'il fasse, mais dans le fond, j'aimerais quand même pouvoir contrôler la façon dont il fait. Parce qu'il n'arrive pas à habiller correctement les enfants, par exemple. Donc, je vais l'habiller de mon côté, etc. Et certains papas vont dire, mais moi, j'ai essayé de faire, mais je me fais gronder quand je fais. Donc, on voit qu'il y a maintenant, je dirais, on est vraiment dans une transition dans laquelle il y a une tension entre les modèles, les modèles auxquels on est vraiment entre deux, c'est-à-dire entre un modèle qui est justement plus égalitaire avec une répartition qui est vraiment à tous les niveaux égalitaire, familial, professionnel, etc. Et puis encore le poids de ce modèle traditionnel qui fait que les parents encore maintenant ont intériorisé une partie de ce modèle traditionnel et essayent de s'y conformer avec pourtant l'envie de s'en détacher en même temps. C'est vrai que moi, je dis souvent que nous, petites filles, on a évolué en se disant si je deviens mère un jour, de toute façon, je m'arrêterai de travailler 3 mois. Je sais que je devrais faire une pause dans ma carrière et que ça aura un impact. On grandit avec cette notion-là. Alors que nos maris n'ont pas du tout grandi avec cette notion-là qui leur a été imposée ces dernières années, puisque la société évolue et en France, ils ont droit à 1 mois de congé parental. Et que du coup, peut-être pour eux, c'est très compliqué de changer la vision qu'ils avaient où ils se disaient, moi, ma carrière, elle va rouler, j'aurais pas trop d'efforts à faire finalement. Et c'est ça, là, on est dans cette période-là d'adaptation, de nouveaux paradigmes. On est dans cette période-là, mais je dirais c'est un jeu qui se joue à deux entre hommes et femmes. Hein. C'est un jeu qui se joue à deux, c'est-à-dire que c'est un changement qui se fait aussi de façon générationnelle. On sait qu'on est très imprégné des modèles familiaux desquels on est issu. Et ces modèles évoluent, c'est-à-dire qu'à chaque génération, on pourrait dire, l'équilibre se fait progressivement. Puis quand vous avez été dans quelque chose qui est un petit peu plus équilibré, vous allez peut-être équilibrer un petit peu plus à votre tour. Donc on est dans un changement de ce type-là, mais qui est un changement qui prend du temps, beaucoup plus qu'on l'aimerait en tout cas, si on vise quelque chose qui est vraiment égalitaire. Et c'est vrai que du coup, ça crée forcément des tensions à l'intérieur du socle familial. D'être conscient que ça pourrait être différent et de ne pas réussir dans la réalité des faits à mettre en pratique. Vous parlez beaucoup dans vos articles, dans les livres, de compétences familiales. Ça veut dire quoi exactement ? Alors, c'est un terme qui consiste à dire finalement c'est un terme qui vient de la thérapie de famille et qui reflète l'idée que les ressources sont là et sont présentes dans toutes les organisations familiales d'une certaine manière. Il y a eu historiquement, on va dire, en tout cas dans le domaine du travail avec les familles, il y a eu pendant longtemps l'idée de dire que quand des difficultés survenaient, quand un membre de la famille présentait une pathologie, eh bien cette pathologie était en quelque sorte la conséquence de difficultés relationnelles à l'intérieur de la famille et que d'une certaine manière il fallait traiter la famille. Et maintenant on a de ce point de vue-là passablement changé l'angle de vue d'une certaine manière en se disant non, finalement les familles sont parfaitement compétentes, peuvent être bloquées à certains moments par rapport à certaines difficultés, que l'aide thérapeutique qu'on peut leur amener, ça va être une aide peut-être à débloquer certains processus de création, d'inventivité ou des choses de ce type-là.
mais que par rapport à cette très grande multiplicité justement et complexité des différentes organisations familiales, on peut pas s'attendre à aligner tous les modèles familiaux, enfin aligner toutes les familles sur un seul modèle, qui serait le modèle qu'on aurait déterminé nous-mêmes a priori en tant qu'intervenants, en tant que professionnels, comme étant le bon modèle familial. Donc là, c'est plus aussi une façon de valoriser oui, ce que sont capables de faire. Ouais. Ouais. Et d'arrêter de pointer du doigt pour les stigmatiser, être dans la honte et du coup de ne pas réussir à se transcender, à faire mieux. Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de stigmas autour de ça, des compétences parentales, surtout aujourd'hui en 2024 où on a accès à beaucoup d'informations, où on dit il y a une bonne manière et une mauvaise manière de faire, où on prend bien mieux en compte le bien-être des enfants. Ça crée quoi comme tension au sein des familles ? Alors ça peut... il y a une chose qui a été montrée comme étant prédictive de l'épuisement parental, hein, par exemple, c'est l'idéologie de vouloir être un parent parfait, de vouloir très bien faire ou trop bien faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas vouloir bien faire, hein, mais de dire d'une certaine manière, c'est vrai que on est dans un air du temps maintenant qui nous pousse à la perfection dans tous les domaines d'ailleurs. Hein. On doit être très bon dans la famille, on doit être très bon en tant que parent, en tant que professionnel, etc. Et que finalement, on ne peut pas toujours réussir, et en tout cas pas toujours réussir du premier coup. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui se font par essai-erreur dans la parentalité. On n'est pas un très bon parent immédiatement. On apprend à être en interaction avec nos enfants, avec nos bébés, avec notre bébé quand c'est le premier qui est arrivé. C'est en partie notre bébé qui va nous piloter sur ce qui est bon de faire. Donc on apprend à devenir parent. Si on ne tolère pas, ou si on a l'impression tout d'un coup qu'à un moment, peut-être qu'on n'a pas compris tout de suite exactement ce que le bébé voulait, ça veut dire qu'on n'est pas des bons parents. Ça, c'est quelque chose qui peut nous mettre en danger parce qu'on a un idéal qui est dans le fond quasiment impossible à atteindre. On ne peut jamais faire tout juste. Donc, de ce point de vue-là, la pression à la perfection, mais c'est vrai aussi, je pense, dans le monde professionnel, la pression à la perfection, c'est quelque chose qui peut être un facteur de stress important. Hein. Et aussi dans une relation de couple, d'attendre que l'autre soit parfait. Alors très certainement. D'avoir des exigences. Alors très certainement, c'est quelque chose aussi qui est... si on s'attend à ce que l'autre soit toujours exactement aligné sur ce qu'on aimerait, au moment où on l'aimerait, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. C'est dommage, ce serait pratique. Ça va pas marcher comme ça. Parce qu'il se trouve que l'autre a ses propres attentes, et lui-même ou elle-même, et que du coup, on va être confronté à ça. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, il faut aussi avoir une tolérance sur le fait que ça va être des fois comme ça. Hein. Des moments ça va être très bien, des moments ça va être moins bien, et puis qu'il faut pouvoir se dire bon ben là, peut-être que pour l'instant ça fonctionne pas tout à fait comme je voudrais. Peut-être qu'on est dans un moment un petit peu plus compliqué, mais que ces différents chaos qu'il va y avoir sur la route font partie des choses, effectivement. Alors là, on s'est beaucoup intéressé aux relations des adultes qui entourent les figures d'attachement qui élèvent les enfants. Mais vous, dans ce que vous étudiez aussi les répercussions de ces relations-là sur les enfants, sur les bébés, sur le 0-3 ans. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que on montre comme modèle d'interaction entre les deux parents ou la famille qu'il y a autour? Qu'est-ce que ça fait à nos enfants? C'est quoi les conséquences? Alors, c'est une des premières questions qu'on s'est posées quand on s'est intéressé à la coparentalité, c'était de dire, mais finalement, est-ce que ça a d'abord des conséquences sur le développement de l'enfant? Est-ce que finalement ça explique quelque chose en plus que de se focaliser uniquement sur la relation mère-enfant, ou que de se focaliser uniquement sur la relation mère-enfant et la relation père-enfant? Donc, ça, c'était une des premières questions. C'était de se dire, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique qui se passe entre la relation entre les parents et le développement de l'enfant? Et ce qu'on voit, c'est que quand vous placez, par exemple, un bébé qui est devant ses deux parents en train de discuter sur un mode assez tendu,
pas forcément explosif, mais déjà une discussion qui peut être quand on est un petit peu les dents serrées et puis comme ça, on voit que le bébé a des réactions qui peuvent être des réactions comportementales. Il peut se mettre à pleurer de façon plus probable que s'il est devant ses deux parents qui sont en train de discuter sur un mode plus léger, je dirais, et qu'il y a également des réactions physiologiques. Et que donc, ce que les études ont montré de façon très claire, c'est que les bébés sont d'emblée, et vraiment dès les premiers mois, et peut-être même encore avant, sensibles à ce qui se passe entre les personnes de leur entourage, et pas seulement à ce qui leur est dirigé directement. Pas seulement à ce qui est les interactions ou les stimulations qui les visent directement, mais vraiment, ils sont sensibles à ce qui se passe dans l'entourage. Et donc, ça veut dire que, quand les bébés ou les enfants sont confrontés à des situations de stress et de tension permanentes, parce que ça fait aussi partie du développement tout à fait standard d'être à certains moments confrontés à des moments de tension, peut-être entre nos parents, entre les adultes, et c'est nécessaire d'ailleurs parce que ça va nous apprendre à gérer les moments de tension inévitables que nous aurons plus tard dans notre relation de couple. Mais quand vous êtes en permanence confronté à ça, ça va effectivement avoir des conséquences très certainement neurodéveloppementales, comportementales notamment, et qui ont été très bien documentées, alors notamment chez les enfants plus âgés, dans lesquels on a pu voir que, un enfant qui est témoin en permanence d'échanges tendus entre ses parents va avoir plus de difficultés à gérer lui-même les moments de désaccord avec ses pairs PAIRS à l'école. C'est-à-dire que, si en tant qu'enfant je vois mes parents se crier dessus, quand je vais être confronté à un désaccord avec mes camarades, je vais leur crier dessus. Parce que j'aurais appris que c'est comme ça qu'on règle les désaccords. Ou alors, ce qui peut se voir aussi, c'est une sorte de mise en retrait, c'est-à-dire que le niveau de stress est tellement fort quand on est confronté à des disputes, et notamment des disputes alors peut-être plus bruyantes, si on veut, entre les parents, on apprend à se mettre en retrait des relations sociales. C'est-à-dire qu'on va plutôt se désengager des relations sociales, mais ça va se généraliser à d'autres relations sociales que celles qu'il y a entre les parents. Ce qui est une réaction de défense tout à fait compréhensible. C'est une manière de se protéger, même aussi physiologiquement, c'est une manière de se protéger contre l'activation du stress et de se mettre en retrait. Mais si c'est vraiment chronique et répété, ça va avoir comme conséquence des comportements de retrait sociaux. Donc là, on parle quand il y a un peu des tensions visibles, c'est-à-dire quand les parents explosent ou ont des disputes assez bruyantes. Ça a quel effet quand les parents ne se parlent pas, par exemple, parce qu'on peut aussi fonctionner comme ça à la maison. Alors, là, c'est comment pour les enfants? Alors, c'est une question très très importante parce que c'est aussi une des questions, une des choses auxquelles on a essayé de répondre en se disant, mais finalement, est-ce que la priorité est dans le fait que les parents soient ensemble? Alors, on dit, si les parents ont des conflits qui sont vifs, qui sont bruyants, ça va être mauvais. Mais finalement, si les parents continuent à être ensemble, mais on fait une sorte de paix des braves, on se parle plus, on se soutient plus, on gère le quotidien, vaille que vaille, et puis devant les enfants, on est toujours absolument civil. Bon. Et on s'est demandé si ce serait finalement une des moins mauvaises réponses à la situation, parce que au moins ça garantit que, les parents restent ensemble pour le bien de l'enfant. Ce que les études longitudinales ont montré, c'est qu'en fait, ça ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que les enfants détectent l'assèchement émotionnel qu'il y a entre les parents. Parce que finalement, en tant qu'enfant, vous pouvez être confronté à deux choses dans la relation entre vos parents. Vous pouvez être confronté à ce qu'on va dire des symptômes négatifs de la relation, c'est-à-dire des symptômes de disputes très fréquentes, des émotions négatives très très fortes qui peuvent être montrées, une colère réciproque dans laquelle des conflits dans lesquels il n'y a pas de résolution, etc. Mais vous pouvez aussi être confronté à la disparition de choses positives. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui fait l'ordre de l'échange, de la coordination, peut-être de la fluidité émotionnelle entre les parents, disparaît d'une certaine manière.
Ce qui ne veut pas dire qu'on doit être forcément totalement expressif émotionnellement. Hein. Ça ne veut pas dire que dans les familles, on doit absolument être toujours en train de se faire des bisous, montrer à quel point on s'aime, etc. L'expressivité émotionnelle, c'est autre chose. Mais c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la coordination, si on veut, assez subtile, émotionnelle, qu'il peut y avoir entre les parents. Si l'enfant est confronté à une disparition de ça, ça va aussi avoir des conséquences négatives. Et que ça n'est justement pas forcément une bonne solution. Ce que les études ont montré, du coup, c'est que ça vaut mieux dans ces cas-là où les conflits sont énormes, où il y a ce type d'interaction où il y en a plus, du coup, c'est qu'il vaut mieux se séparer plutôt que de rester avec des gros guillemets pour les enfants. Alors, je dirais que c'est difficile d'avoir un principe dans lequel on va dire il vaut mieux se séparer. Mais, en tout cas, ce que les études ont montré, c'est que la pire situation à laquelle un enfant peut être confronté, c'est de vivre dans un contexte familial dans lequel il y a des disputes brillantes, permanentes et chroniques. Et que les enfants qui sont confrontés à ces milieux-là, de façon systématique, ont des indices de développement qui sont moins bons que des enfants dont les parents se sont séparés. Même avec un niveau de conflictualité élevé, et même s'il reste encore des tensions entre les parents, mais pas toujours, on va dire, mais enfin, dans un certain nombre de situations, la séparation amène à une baisse de la conflictualité. Pas toujours, mais ça peut amener une baisse de la conflictualité, ce qui sera à ce niveau-là bénéfique pour les enfants. C'est intéressant quand même de savoir qu'il y a un moment, pour le bien de l'enfant, on sait, on a quand même des études, on a quand même sur le long terme, parce que quand vous dites ça longitudinal, ça veut dire que ça a été étudié sur plusieurs années et que on a quand même des guidelines, enfin des directions, on sait où il faut aller pour que l'enfant qui n'a pas demandé à venir sur Terre, clairement, ne subisse au moins les relations adultes qui sont problématiques. Alors, dans l'idéal, on essaye maintenant de plus en plus de faire des études sur le long terme. C'est évidemment compliqué parce que un vrai longitudinal, en fait, il y a quelques études qui ont été faites de ce type-là, mais c'est très compliqué. Un vrai longitudinal, dans l'idéal, ça devrait être de suivre sur 30 ans. De suivre une cohorte d'enfants sur 30 ans. Mais voilà, on peut imaginer ce que ça implique comme logistique de recherche. Mais il y a néanmoins un certain nombre d'études qui ont été faites. Il y en a quelques-unes qui ont été faites sur 20-30 ans. Il y en a qui ont été faites sur 15 ans. On en a fait une ici en Suisse sur 12-13 ans à peu près de suivi. Et ce qui permet de faire vraiment des suivis dans lesquels on prend des informations à des points développementaux ou à des périodes déterminées, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être 10, 12, etc. Et dans lesquels on peut avoir quand même un certain nombre d'indices empiriques dans lesquels on peut se dire ben voilà, ici ce qu'on a vu à 2, 3, 4 ans, eh bien dans certaines situations dans lesquelles les choses sont peut-être restées telles qu'elles étaient, peut-être conflictuelles, tendues sur 10, 12 ans, mais on voit que ça a des conséquences au moment de l'adolescence, par exemple. Quand vous expliquez donc au sein de deux coparents qui sont dans une structure familiale où ils sont encore en couple, qu'ils se disputent très fortement, est-ce que, en revanche, si derrière il y a réparation devant les enfants avec une réparation de conflit qui est plutôt bonne, est-ce que ça amoindrit les effets? Est-ce que ça, c'est une bonne chose quand on n'arrive juste pas à se disputer correctement? Alors, ça, c'est évidemment, je dirais que c'est ce qui fait la différence entre ce qu'on va appeler un conflit destructeur et un conflit constructif. Donc, je disais tout à l'heure, il est relativement nécessaire qu'on soit confronté à des disputes, à des désaccords. Mais ce qui va faire que l'impact va être moins négatif, voire même positif d'un certain point de vue d'apprentissage, c'est justement la résolution ou la réparation. Et là aussi, on a un certain nombre d'études qui montrent très clairement, c'est valable aussi dans la relation amoureuse, non seulement dans la relation parentale, mais dans la relation amoureuse. La réparation ou le fait d'arriver à un compromis, d'une certaine manière, atténue fortement l'impact négatif. Alors après, ça dépend évidemment de l'amplitude aussi de la dispute, mais
plus vous avez l'habitude de vous disputer de façon constructive avec une certaine résolution, moins il est probable que lors d'une dispute, vous deveniez explosif. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en partie, alors il y a évidemment aussi après des questions, on va dire, de personnalité, mais en partie, on sait que il y a une espèce d'enchaînement, une espèce de cercle vicieux qui fait que les premières disputes peuvent être un petit peu tendues, mais plus le temps va passer, plus on va devenir offensif dans ces disputes, si elles sont destructives et non résolues. Donc oui, la réparation, c'est absolument fondamental. Le problème étant que, passé un certain cap, les processus de réparation ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que quand vous avez atteint un certain niveau de colère ou d'insatisfaction, le fait que l'autre s'excuse va même peut-être encore alimenter votre colère. Vous allez vous dire, tu vas pas t'en sortir comme ça. C'est-à-dire que ces processus-là ne fonctionnent plus parce qu'en fait, ils n'étaient pas présents au début. Quand ils sont présents au début, ils permettent de désamorcer d'une certaine manière et d'arriver à atténuer l'impact. Ce qui veut pas dire que ça veut pas dire qu'on doit finir par se mettre d'accord. Une bonne résolution, ça peut aussi être de finir par se mettre d'accord sur le fait qu'on ne sera jamais d'accord. Et d'une certaine manière, on dit que les couples longévites sont des couples qui se sont mis d'accord sur les choses sur lesquelles ils ne seront jamais d'accord. Il y a des conflits qu'on dit intraitables, qu'on ne peut pas traiter, au sens on ne peut pas les traiter. C'est-à-dire qu'on sait que, ok, dans ce domaine-là, pour ces choses-là, on n'arrivera jamais à être à l'unisson. Puis on va faire des compromis. On va dire, voilà, c'est tellement fantastique d'être avec telle personne, je vais accepter que pour ces choses-là, ça correspondra peut-être jamais à ce que j'aimerais. Et ça, et au niveau parental, c'est la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait un très bon prédicteur de la relation, parce qu'il est quasiment, bon, ça a l'air peut-être un peu négatif de le dire comme ça, mais il est quasiment impossible qu'on soit d'accord sur tout. Et que l'idée d'être d'accord sur tout fait partie justement de ces idéaux un peu excessifs. C'est-à-dire que si on est toujours dans la recherche, on va se dire oui, mais enfin, il me semble que là, sur ce domaine-là, on n'est pas complètement d'accord, il faudrait absolument qu'on arrive à se mettre d'accord. Ça va nous mener peut-être dans quelque chose qui est une poursuite à l'infini de quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Ce qui va complètement à l'encontre de ce que vous disiez, dans le sens où on est une société qui tend vers la perfection en permanence. Ça marche pas là quand on veut être comme ça. Non, l'idéal de perfection marche pas très bien, effectivement. Ouais. Le compromis, ça demande aussi, de manière à un niveau personnel, d'être capable de tolérer la frustration, la déception et l'inconfort. Oui, absolument. C'est-à-dire, c'est pouvoir se dire, c'est justement de pouvoir se dire à un moment, je n'aurai peut-être pas exactement ce que je veux. Mais là aussi, plus vous avez accumulé de frustration, moins vous allez être capable d'accepter de nouvelles frustrations. Et c'est pour ça, comme je disais, qu'il est important à certains moments de se parler, de se remercier, d'être d'être ouvert sur ce qu'on ressent, parce que plus vous accumulez, moins vous allez écouter. Et c'est vraiment, c'est un jeu à deux, c'est vraiment une danse à deux, voire à plusieurs, si on prend toute la famille, ça peut concerner aussi tous les types de relations. Mais plus le temps passe et moins on arrive, en fait. Vous le disiez, vous vous intéressez aussi spécifiquement aux conséquences sur les 0-3 ans et donc cette période-là assez charnière de la toute petite enfance qui est très intense, très stressante. Ça a quel rôle le manque de sommeil dans l'unité du couple, dans cette coparentalité, dans nos réactions, puisque c'est quand même une période où potentiellement nos enfants vont être malades, vont se réveiller, vont avoir des problématiques de sommeil qui se répercutent sur nous. Est-ce que ça c'est étudié ? Est-ce que vous avez un avis sur ce thème-là ? Alors c'est un facteur très important, évidemment, c'est un facteur de stress très important. Alors on parlait des facteurs de stress contextuels, là c'est un facteur de stress interne à la famille. Et puis on sait que là, il y a des différences aussi constitutionnelles entre les bébés, c'est-à-dire que vous pouvez avoir de la chance et puis d'avoir un bébé qui va se réguler très rapidement du point de vue du sommeil, et puis vous aurez peut-être moins de chance et puis avoir un bébé avec qui ça va être plus compliqué. Et ça va mettre une pression très importante sur la relation, sur chacun des parents séparément, mais aussi sur la relation,
ou sur le moment où peut-être la nuit, au moment où le bébé va appeler, où l'enfant va appeler, chacun des parents va dire c'est à toi d'y aller. Tu entends, il y a ton enfant qui pleure. Hein, tout d'un coup, à 3 heures du matin, c'est plus le nôtre, mais c'est celui de l'autre. On dit voilà, il y a ton enfant qui pleure, il faut y aller. Bien sûr, ça va jouer un rôle extrêmement important et ça va puiser dans les ressources relationnelles de façon très forte. C'est-à-dire que si vous avez justement une relation qui est déjà un petit peu en difficulté, dans laquelle on a déjà un certain nombre d'insatisfactions, ça va alourdir, très évidemment, même si finalement le point de départ par rapport à ces difficultés de sommeil, le point de départ, c'est quelque chose qui peut être constitutionnel, c'est-à-dire qui est l'apport que le bébé va amener dans ses relations. Pendant très longtemps, on a privilégié des modèles, enfin, je vais dire autrement, on dit qu'il y a dans le développement précoce, dans l'étude de la famille précoce, il y a un partenaire qu'on a souvent eu tendance à oublier, c'est le bébé. Et c'est ce qu'il amène, lui, ce que le bébé amène dans la relation, c'est-à-dire tout ce qui va être ses propres capacités régulatoires. Et là, nous ne naissons pas tous égaux par rapport à ça. C'est-à-dire pour certaines et certains d'entre nous, apprendre la régulation émotionnelle, de pouvoir dormir, de pouvoir se récupérer après avoir pleuré, etc. Pour certaines et certains d'entre nous, c'est plus compliqué que pour d'autres. C'est-à-dire que ça va demander plus d'efforts à l'environnement. Il y a des bébés que les parents ont besoin de calmer plus. Ce qu'on appelle des tempéraments difficiles, c'est des enfants qui pleurent plus facilement et surtout qui se calment plus difficilement. Et ça va énormément puiser dans les ressources des parents, individuellement, ce qui veut dire aussi que chacun des parents étant plus épuisé, et chacun des parents comptant sur l'autre pour être soutenu, bien évidemment que ça peut jouer un rôle important. Pour terminer, si vous deviez dire quelque chose à des parents qui, justement, ne sont plus dans cette famille nucléaire, qui sont coparents, qui sont dans des familles recomposées ou des familles qui sont pas dites classiques, pour les rassurer sur leur modèle familial, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Que ce que les études montrent très largement, c'est que, en fait, pour parler finalement de ce que c'est qu'un bon modèle familial, entre guillemets, il faut se placer du point de vue de l'enfant. Et l'enfant, ce dont il a besoin, c'est qu'on s'occupe de lui d'un point de vue logistique, qu'on le nourrisse, qu'on prenne en compte ses besoins physiologiques. Il a besoin d'une structure, on va dire, éducative au sens large. Il a besoin d'amour, d'être nourri émotionnellement. Et que si on prend en compte les besoins de l'enfant, on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de structures familiales qui peuvent y répondre. Et que finalement, quelle que soit cette composition, du moment que la structure répond à ses besoins, ça fonctionne très bien. Les études qui ont comparé tout type de famille, que ce soit des familles recomposées hétéroparentales, des familles recomposées homoparentales, des familles directement homoparentales, des familles biparentales, hétéroparentales classiques, etc. Et vous pouvez vraiment élargir ça. Ce que les études montrent, en fait, c'est que ça fonctionne très bien à partir du moment où vous avez cette coparentalité, quels que soient les adultes concernés, qui est équilibrée, que vous avez des parents qui sont engagés dans leurs rôles parentaux, eh bien, ça fonctionne très bien. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté mon invitation, d'être venu parler du couple, de la coparentalité, de la famille dans toutes ses aspérités et sa définition au sens large. Vraiment, je suis ravie de vous avoir reçu dans ce podcast. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ces podcasts. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.